Donc, nouvelle table ronde. On est en retard. Il est quart. Normalement, on termine dans un quart d'heure, mais c'est pas très grave, puisque derrière, donc de toute façon, il y a la visite des stands des écoles avec la présentation des projets étudiants. Mais on va déborder un petit peu. On va prendre le temps qu'il faut, et puis voilà. Donc, je vous propose d'accueillir Xavier Roussel à ma gauche, directeur de Isart Digital. Je vous redonnerai la parole juste après pour vous présenter un petit peu plus en détail. Pierre Gauthier, journaliste et rédacteur en chef du guide. Voilà, on va dire ça comme ça, et rédacteur en chef du guide du jeu vidéo. Et Stéphane Natkin, directeur de l'ENJMIN, l'École nationale des jeux et médias numériques interactifs. Interactif numérique. Un truc comme ça. ENJMIN. Xavier, je te propose de prendre la parole sur... alors, qu'est-ce que c'est qu'Isart Digital ? Alors, c'est une école spécialisée dans 2 domaines qui sont le jeu vidéo et le deuxième, c'est le cinéma d'animation. Voilà, c'est une école qui est basée à Paris, mais aussi, tout à l'heure, on parlait un peu de l'étranger, on est basé à Montréal. Il faut savoir que Montréal, c'est un peu aujourd'hui le hub du jeu vidéo, effectivement, en termes d'emploi. Je discutais encore avec Investissement Québec qui me disait qu'ils n'arrivaient pas à fournir. Alors eux, c'est l'inverse, c'est que ils sont dans une situation anormale, c'est-à-dire que il y a trop peu d'élèves qui sortent d'école par rapport au milieu du travail qui lui veut absorber beaucoup plus de gens que ce qui sort. Donc on est vraiment dans une situation inverse à la nôtre, effectivement, comme tu l'as évoqué. Donc Montréal, et puis aussi on a une antenne à Niigata, donc pas très loin de Tokyo. Pourquoi ? Parce que le Japon, ça a du sens pour nos élèves aussi. On a des élèves qui ont eu beaucoup de mal, mais ont réussi à trouver du travail là-bas, dans le sens où la langue japonaise est déjà un frein énorme. Et l'anglais, déjà, c'est pas mal de le maîtriser. Alors le japonais, c'est encore plus dur, mais il y a des passionnés, on parlait de passion, et qu'effectivement le jeu vidéo est un vecteur incroyable où, je dirais, pour moi, le japonais c'est une torture mentale. Clairement, le jeu vidéo fait que ça décolle la pulpe de tas de cerveaux qui, parce que le jeu, ça leur plaît, apprennent 2000 kanji. Donc c'est complètement incroyable. Et voilà, Isart Digital, c'est aussi l'alternance, ça c'est très important, on parlait de l'emploi. Nous, l'emploi, ça se fait, l'employabilité dès les premières années dans l'école. Il faut savoir que faire de l'alternance aujourd'hui, c'est quand même la voie vers l'employabilité, c'est-à-dire que quand les élèves sortent de l'école, ils ont une expérience professionnelle. C'est quoi l'alternance ? Parce que je suis pas sûr que tout le monde soit... Alors, l'alternance, qu'est-ce que c'est ? C'est que dans une année d'études, alors pas la première en général, parce que quand vous sortez du bac, vous savez pas faire grand-chose, donc il faut quand même un petit moment avant de vous donner suffisamment d'ingrédients, mais en gros, sur par exemple les études qui sont liées à la programmation en game design ou même en game art, vous avez une espèce de va-et-vient entre le monde professionnel et l'école. Vous avez donc 15 semaines de cours qui sont répartis dans l'année, et donc de 40 heures, 8 heures par jour, et le reste du temps, vous êtes en entreprise. Et donc, je dirais que le gros avantage de ça, c'est que ça désacralise, enfin ça dédramatise, on va dire, pour ceux qui ont, comme on l'a été tous jeunes, et avoir peur de l'entreprise parce qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est vrai que c'est ça en tout cas. Ça permet déjà de dédramatiser, ça permet d'y rentrer de manière douce avec l'école qui accompagne. Ça permet d'avoir une expérience, donc comme je disais, vous faites pas stagiaire parce que, ou en tout cas si vous êtes stagiaire, on vous propose généralement après un contrat professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat professionnel ? Ça vous permet d'être salarié de l'entreprise et de l'autre, l'école, alors donc vous touchez un salaire, et de l'autre, l'école est rémunérée par les cotisations que font les entreprises et qui nous sont reversées. Voilà. Donc ça, c'est un système qui est vraiment unique en France. C'est vrai que même à Montréal, ils n'ont pas ce genre de truc. Et c'est un très bon système parce que l'élève déjà se responsabilise par rapport à un travail qu'on lui donne, et c'est, comme je disais, c'est pas un travail de stage parce que quand on est payé, alors c'est à hauteur du SMIC ou 80% du SMIC, bon, ce qui est normal puisque vous n'êtes pas à 100% dans l'entreprise. Ça vous donne quand même l'occasion d'avoir exprimé à la fin, au bout d'un an, au bout de 2 ans, une expérience professionnelle en sortant de l'école. Et ça, c'est important, c'est quand vous sortez de l'école, vous avez... Oui, vous pouvez dire, j'ai une expérience professionnelle parce que vous avez vraiment exercé un travail. Et vous avez été rémunéré pour ça. Et voilà, au-delà de déjà ce que demande l'école, c'est-à-dire un projet de fin d'études, il faut savoir que nos écoles, à l'ENJMIN, c'est pareil,
vous devez réaliser quelque chose parce que concrètement le jeu vidéo, c'est faire un jeu, donc c'est concret. Donc à l'arrivée, il doit y avoir non pas seulement un, mais plusieurs jeux qui sont réalisés, que ce soit en toute petite équipe. On parlait de différents secteurs de marché. Il faut savoir que là, on a demandé aux jeunes, j'ai remarqué, ils sont assez jeunes, de lever la main ceux qui jouent sur console de jeu ou plutôt sur mobile. Il n'y en avait pas beaucoup qui levaient la main. Moi, je dirais c'est surtout le fait, est-ce que vous avez les moyens de vous payer un téléphone, de smartphone? C'est que moi qui suis plutôt maintenant dans la case. Vous avez les moyens d'avoir un smartphone? Qui a un smartphone? Ils sont moins nombreux, hein. Vous voyez, ils sont déjà moins nombreux. Donc là, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'on s'est pas adressé au bon public pour parler des jeux mobiles. Et c'est vrai que moi, qui suis vieillissant, malheureusement, je vieillis. Je m'économise en moyens énergiques, en tout cas quand je rentre du travail. C'est vrai que j'ai moins tendance à m'impliquer dans un jeu immersif que j'adore, hein, les jeux consoles, que quand je suis dans le métro. De toute façon, on va peu parler des jeux, hein. On va plus parler des métiers et des formations. Juste pour dire, ce phénomène maintenant aujourd'hui, c'est que quand même, en France maintenant, d'après la CNJV, il y a un joueur, enfin, il y a un Français sur deux qui joue aux jeux vidéo, et c'est vrai que c'est grâce au smartphone. Et donc ça, ce sont des nouveaux métiers qui sont arrivés. On parlait tout à l'heure de spécialisation et d'ultra spécialisation. Nous, on est revenu un petit peu, on fait les deux. On fait l'ultra spécialisation, la game programming. On parlait tout à l'heure de programmation, une formation donc game programming. Le gamin fait 4 ans de programmation exclusivement chez nous. L'étudiant, c'est pas un gamin. Voilà, ouais, excuse-moi. L'étudiant, que vous n'êtes pas des gamins, excusez-moi, vous n'êtes pas des gamins. Et en fait, à côté de ça, on a une formation qui est moins spécialisante, mais qui fonctionne très très bien auprès des entreprises, qui est justement d'apprendre la programmation, mais pas aussi bas niveau que les langages qu'on a évoqués, donc le C++, qui est pas forcément bas niveau non plus, mais qui est quand même plus bas niveau que par exemple le HTML, le JavaScript, ou le C#, qui sont eux appris par ce qu'on appelle nous des game designers et programmeurs. On revient un petit peu à l'ancien temps, en fait, finalement, où c'était les programmeurs qui étaient game designers et qui faisaient des jeux. Nous, on est revenu un petit peu à ça aujourd'hui grâce à cette nouvelle économie qui est le jeu mobile, où effectivement en très peu d'équipes on arrive, et en très peu de temps, parce qu'on parlait d'une année pour développer un jeu, mais un jeu mobile c'est 3 mois, ça peut être 6 mois grand maximum. C'est des tout petits jeux qui sont faits très rapidement, mais qui peuvent être faits avec une grande qualité, et qui peuvent faire un très gros succès. On n'a pas attendu les AAA pour avoir des succès comme Tetris. Voilà un exemple de ce qui aurait pu être sur smartphone un jeu killer. Aujourd'hui c'est Angry Bird. Donc, pour vous dire, on a aujourd'hui une palette de métiers qui sont aujourd'hui compris, en tout cas nous on l'a compris au sein de notre école, où on a un game designer qui est à la fois aussi un peu programmeur. Alors effectivement, ça ne sera pas le super programmeur, comme je disais, celui qui a fait 4 ans en bas niveau, mais il saura faire des jeux, il aura la conscience de ce que c'est que la programmation, et travailler peut-être avec un autre qui sera peut-être plus spécialisé, comme disait d'ailleurs celui qui était programmeur, c'est que chacun va avoir son super pouvoir en fait. C'est ça qui est bien. Voilà. Okay. Je vais peut-être laisser la place aux autres là. À la fois, donc, pour résumer, à la fois des formations spécialisées, mais ouvertes, c'est-à-dire tout en gardant une ouverture sur plusieurs cordes à son arc. Exactement. Et même en graphisme, vous voyez, on parlait de graphisme. En fait, un graphiste, à l'intérieur du mot graphiste, mais il y a plein de métiers. Vous avez l'animateur, vous avez le modeleur, vous avez alors ceux qui sont en amont. On va y revenir, parce que on va. Et je termine sur la formation. Donc la première année, plutôt en formation initiale, c'est-à-dire que c'est une espèce de. La première année, faut pas compter d'avoir une entreprise qui va vous prendre en contrat pro. Soyons clairs, contrat pro, c'est la voie royale, qui est plutôt, on va dire, sur les 2 dernières années, d'accord? Et ensuite, les 2 dernières années, ensuite, on est à mi-temps, en fait. Voilà. Mi-temps en entreprise et à l'école. C'est ça. Sachant que, du coup, en fait, la formation est payée, entre guillemets, par l'entreprise. Voilà. Alors ça, c'est le rêve donc, pour les parents, pour les étudiants, et puis aussi, pour s'affirmer en tant que soi. Effectivement, c'est l'idéal. Ouais. D'accord. Stéphane. Et on passera à toi, Pierre, après pour élargir. D'abord, je vais répondre à la seule question qui intéresse tout le monde ici. Est-ce que vous aurez une PS4 à Noël? La réponse est non. Parce qu'il n'y a plus aucune PS4 nulle part, même si vous avez les moyens de vous payer une PS4. Ensuite, on va passer à l'engine. Ça, c'est fait. Qui a commandé une PS4? Qui a une PS4? Le possesseur de PS4 il est devant. Vous pouvez le braquer après. Bon, maintenant on va revenir soyons sérieux. À l'école. Donc, alors d'abord, moi je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers,
Et donc l'Engmin est une émanation du CNAM en partenariat avec diverses universités, La Rochelle, Poitiers, et à Paris avec les Gobelins. Alors, quelle formation on offre? Alors, historiquement, et la formation la plus importante, c'est un master. Vous avez eu 2 élèves qui sortaient du master tout à l'heure, un game designer et une chef de projet. Donc un master, il faut avoir déjà fait 3 ans. Alors il y a une philosophie qui est derrière ça, c'est que ça c'est ma philosophie à moi, c'est que le jeu vidéo, pour moi, c'est une spécialisation par rapport à un intérêt, un métier de base. On a envie de gérer un projet dans l'édition ou ailleurs, spécialisé en jeux vidéo. On veut faire de la musique et du son. On adore on a des bonnes feuilles et on aime faire de la musique. Donc, je considère que les gens arrivent avec déjà une culture. On va être programmeur. On commence par faire une licence ou une licence pro d'informatique pour apprendre les bases de l'informatique et après on se spécialise dans le jeu. Pourquoi ? Eh ben parce que les jeux qu'on faisait il y a 20 ans n'ont pas grand-chose à voir avec ceux qu'on fait maintenant et ressembleront certainement pas aux jeux qui se font dans 20 ans. Donc à l'Engmin, dans le master, on forme des graphistes, des sound designers, des programmeurs, des chefs de projet, des ergonomes, et j'oublie quelque chose. Des programmeurs Pardon ? Programmeurs ? J'ai parlé programmeurs. Il y a 6 métiers. Voilà. Donc ça, c'est notre formation. À l'Engmin, on rentre, enfin, en fait, quand tu dis on rentre avec 3 ans, c'est-à-dire qu'on a fait déjà 3 ans de formation ailleurs, mais pas à l'Engmin. Vous voulez postuler comme programmeur en jeux vidéo à l'Engmin, ben faites une licence d'informatique ou une licence, apprenez les bases de l'informatique, et déjà vous verrez si ça vous intéresse d'être programmeur. Parce que si vous n'avez pas envie d'être programmeur dans le jeu vidéo, c'est programmeur. C'est payé moins cher, on vous a expliqué. La voie est dure, c'est passionnant, mais c'est quand même un métier de programmeur. Si vous avez envie d'être graphiste, animateur, il faut avoir une patte, il faut regarder beaucoup d'images, beaucoup de films, il faut se passionner pour ce qu'est l'image, et puis après, vous devenez graphiste, animateur dans le jeu. Donc en gros, on fait les Beaux-Arts, ou on fait un DUT, un IUT, une licence, je sais pas quoi. Quelque chose qui rend... Enfin, il faut déjà comprendre ce qu'on a envie de faire. Mais qui est généraliste et qui n'est pas forcément lié aux jeux vidéo, c'est ça le conseil. Qui n'est pas forcément lié aux jeux vidéo. Donc ça, c'est l'Engmin. Alors, c'est une formation publique. Donc, si vous êtes en formation initiale ou en formation continue, si c'est en formation initiale, ce qui est la plupart du temps, c'est-à-dire si vous avez moins de 28 ans, ce qui est le cas de la plupart des gens ici, me semble-t-il, à mon exception, et ben, vous paierez 250 € plus la sécurité sociale. Voilà. Ça, c'est une première formation. Ensuite, j'ai une formation pour des encore plus âgé que ça, c'est-à-dire qui est commune aux Gobelins, qui s'appelle IDE, qui est plus orienté vers une extension qu'on appelle le transmédia, c'est-à-dire ce que le jeu apporte dans l'interactivité dans tout un tas d'autres domaines. Et ça, c'est plutôt pour des gens qui sont déjà dans la vie active. Par exemple, vous êtes programmeur dans la banque, vous avez envie d'être programmeur, mais vous rentrez que la banque, ça rapporte, mais c'est pas joyeux. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. C'est pas joyeux, donc vous voulez devenir programmeur dans le jeu vidéo, vous venez passer 1 an à IDE. Et puis à partir du mois d'année, enfin de la rentrée prochaine, on ouvre une formation d'ingénieur, sciences et technologies des médias numériques, donc ça couvre le jeu vidéo, mais c'est beaucoup plus vaste. Et c'est une formation par apprentissage, donc c'est de l'alternance avec un statut particulier, mais c'est de l'alternance sur 3 ans, et donc on sort ingénieur. Et Madame Royal disait l'autre jour à la radio, on manque de 10 000 ingénieurs en France. Monsieur Payon, hier soir, j'étais il disait qu'on manquait d'ingénieurs. Donc, si vous ne voulez pas devenir trader, faites ingénieur. C'est pas mal, il y a de l'avenir. Et là, je termine avant de passer. Je pense que quand on rentre dans le jeu vidéo, c'est vraiment un métier, tout le monde l'a dit ici, c'est un métier de passionné. C'est un métier de créatif, c'est pas un métier de technologie. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de rentrer comme programmeur dans une grosse société qui fait du web et de rentrer dans une société de jeux vidéo. C'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est de participer, ce que disait très bien Pascaline, c'est de participer à la création de quelque chose. Et d'ailleurs, vous serez peut-être intéressé et vous créerez votre société là-dedans. Ceci a pour conséquence que c'est moins stable que... Voilà, si vous êtes programmeur au Sénat, vous pouvez commencer à 18 ans, sortir à 67 ans, vous aurez à peine bougé, c'est très très bien. À la BNP aussi.
si vous rentrez comme programmeur dans une boîte de jeu, probablement, même dans une grosse boîte, que vous changerez plusieurs fois, vous irez faire un tour à Montréal, un tour à Shanghai, et donc vous serez moins payé, mais vous ferez quelque chose de très différent. Et aussi, ce qui est important, si vous vous lancez là-dedans, parce que vous êtes jeune, c'est aussi mon avis, et j'ai écrit ça quand on a créé l'école. Les gens qui savent faire des jeux vidéo vont se trouver dans tous les métiers de la communication. Dans quelques années, quand on voudra faire de la publicité, on fera de la publicité interactive. Quand on voudra faire de la politique, on fera de la politique interactive sur le web. Quels sont les gens qui savent manier l'interactivité? C'est les gens qui ont fait des jeux vidéo. Donc, il faut que vous partiez dans l'idée que vous ferez probablement pas beaucoup de AAA, vous ne ferez pas uniquement des jeux vidéo, mais vous ferez un tas de choses passionnantes qui dérivent du jeu vidéo. Un AAA, c'est un blockbuster, c'est une très gros grosse machin qui a coûté plein de fric des millions d'exemplaires. Qui se vend quand ça marche. Merci. Pierre, donc le guide du jeu vidéo, donc je rappelle que toi tu n'es pas directeur d'école, mais journaliste. Et tu as passé du temps et plus d'une année à recenser justement, notamment, les écoles. J'étais pas tout seul. Aujourd'hui, on a à peu près 29 formations spécialisées en France dans le jeu vidéo. Enfin, pas formation, mais établissement. Il y a 10 ans, il y en avait 3. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde dans la salle se demande quel type de formation choisir. Non, moi je dirais que déjà, si vous voulez une formation universitaire, post-bac, pour l'instant c'est pas possible. Il n'y en a aucune, l'Edgemin est un exemple, aucune qui propose une formation post-bac directement en jeu vidéo. Donc il faut passer par des écoles, mais il faut savoir que les écoles, c'est un peu cher. En moyenne, c'est 5 000 € par an. Et c'est des formations qui durent entre 3 et 5 ans. Voilà, donc c'est comme un investissement. Mais aujourd'hui, comme on le disait dans une conférence qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans la journée, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un premier emploi dans le jeu vidéo. Donc autant venir armé avec une formation de qualité. Alors c'est peut-être un petit peu subjectif ce que je vais dire, mais je pense que c'est quand même largement partagé par la profession. Les 5 formations les plus reconnues aujourd'hui en France. Donc on a Isart Digital, on a l'Engmin, on a Supinfo Game à Valenciennes, on a Créa-Jeux également, et puis la dernière. L'ICANN, voilà. En gros, 5 formations. On en a beaucoup d'autres qui mènent aux jeux vidéo, mais pas forcément avec le même degré, on va dire, de qualité. Voilà, c'est vrai que il y a une espèce de brèche qui s'est ouverte. Voilà, c'est quand même fou de se retrouver dans un milieu. Dans un domaine de formation où on passe de 3 formations en 2003 à 29 aujourd'hui. Si ça a eu lieu, c'est aussi parce que ça attire des formations peut-être d'un petit peu moins bonne qualité. Et comme tu disais, c'est des établissements, parce que des formations, en fait, il y en a des centaines. Il y en a des centaines, et les établissements, effectivement, il y en a 29. Il y en a 29, voilà. Ne serait-ce que l'Engmin, il y a 6 formations, c'est ça? Alors, oui, quelque part, je vais peut-être pas répondre à la place de Stéphane. À l'Engmin, il y a nous on a 3 diplômes, donc le master, la formation master à IDE et le diplôme d'ingénieur. Maintenant, dans le master jeux vidéo, on forme séparément, et d'ailleurs les gens se présentent à 6 métiers. À 6 métiers, plus en plus les formations continues. Et on fait de la formation continue dans un certain nombre de... Et Isart Digital, c'est combien de... vas-y, t'as un micro, en fait. Je vais les énumérer parce que Vas-y. Parce qu'on a créé aussi une nouvelle formation liée à un nouveau métier, dont on n'a pas parlé. Donc, il y a Game Designer, donc, ensuite, Game Programming. Donc, Game Designer, c'est celui qui crée les mécaniques de jeu, qui donne du plaisir aux joueurs dans l'interaction, voilà. Vous avez donc Game Programming, donc le programmeur, Game Artist, musique et sound design, voilà. Producer, qui ouvre à la rentrée avec donc mon directeur pédagogique qui malheureusement pouvait pas venir, qui lui vient d'Ubisoft, qui était encore chez Ubisoft cet été et qui était producteur chez Ubisoft. On a la 6e formation qui est Economic Game Design. Economic Game Design, c'est la nouvelle, on va dire, c'est un nouveau métier lié justement
à ce phénomène aujourd'hui où tout est connecté, c'est-à-dire tous vos jeux sont connectés à Internet. Les entreprises du secteur récupèrent, il faut le savoir, tout ce que vous faites sur le jeu vidéo aujourd'hui si vous êtes connecté à ce moment-là. Et ça leur permet de faire une analyse rétrospectivement de je dirais, qu'est-ce qui fait que le joueur va aller au 5e niveau et pas au 6e. Et tout le talent et tout le travail derrière, c'est cette masse d'informations, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc l'économic game design, qui est un nouveau métier, qui est en fait à la marge avec quelqu'un qui comprend le game design et qui comprend la data, donc qui va savoir manier cette data, ces informations, et qui va communiquer avec qui? Avec l'équipe marketing. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, le nouveau système établi de jeux vidéo, c'est que le jeu avant sortait, et c'est bon, ça y est, on avait sorti le jeu, c'est terminé. Aujourd'hui, on fait un jeu, on le sort, et en fait, il n'est pas fini. Quand je dis il n'est pas fini, c'est qu'on va regarder ce que vont faire les joueurs, ce que vont dire les joueurs dessus, pour le corriger, le modifier dans un temps réel, entre guillemets, qui fait que très vite, on apporte des nouvelles releases, des nouvelles versions, et qui fait que le jeu va être vraiment va suivre la communauté et va être en interaction avec cette communauté pour évoluer et correspondre vraiment au mieux à l'attente d'un public. Donc c'est vrai que c'est ce nouveau métier, donc voilà. Alors, et le dernier métier, donc cette formation, c'est Game Design and Programming, qui correspond encore une fois à ces nouveaux modes de process, où là, vous avez, voilà, c'est ça. Ce que tu décrivais tout à l'heure avec le game designer qui aujourd'hui touche beaucoup plus à la programmation. Je voulais juste dire que moi, j'ai essayé d'être programmeur, j'y suis jamais arrivé. Hein. Malheureusement, quand j'étais gamin, j'avais un ZX81, tout ça, j'ai essayé, ça n'a vraiment pas marché. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que finalement, programmeur, c'est soit on l'a pas à l'intérieur de soi. Moi, j'avoue que j'avais pas cette logique. J'y suis pas arrivé. Ah, clairement, non, quand on dit que c'est facile, en fait, il y a des gens pour qui c'est totalement abstrait, abscon, et ça marche pas du tout. Tout à fait. C'est pour ça qu'on propose, et ça c'est un truc qui peut être intelligent quand l'été, plutôt que de grenouiller au bord de la plage, vous avez plutôt envie de vous essayer une semaine ou 2 semaines à voir si ça peut vous intéresser de programmer ou de faire du game design, faire un petit jeu de plateau, faire un petit jeu sans avoir nécessairement encore toute la science et toute la maturité. Vous pouvez faire, à partir de 14 ans, nous on organise des mini summer school, ou alors 1 mois de bac à sable pour la programmation. Là, ça reste plus à des gens qui veulent vraiment aller vers la programmation, mais qui ne savent pas vraiment si ils ont le truc in fine. Ils peuvent le tester. Ça leur permet au moins de découvrir quelque chose. Et l'envers du décor fait que, y en a certains qui disent, waouh, génial, c'est exactement ce que je voulais. Et d'autres disent, tiens, finalement, c'est pas du tout ce que j'imaginais parce que j'étais plus du côté joueur que du côté, D'accord. Voilà. Est-ce que ça c'est décrit dans les fiches qu'il y a dans... Je rappelle que vous avez normalement tous une pochette, et si vous ne l'avez pas, je vous invite à en prendre à la sortie, à l'intérieur desquelles il y a notamment toutes les formations qui sont décrites. Alors, et je sais pas si ce que tout n'y est pas. Tout n'y est pas. Je vous conseille pas d'aller voir le site internet sur le de site l'école, internet, et puis d'aller à nos journées portes ouvertes, parce que ça sera la meilleure manière de rentrer en contact avec les élèves, avec l'équipe pédagogique. Il faut savoir qu'on a une grosse équipe pédagogique. Moi, j'ai pris le pari de salarier beaucoup de gens. Je suis un peu comme dans l'industrie du jeu quand même, où il y a quand même une tendance à salarier plus que dans l'industrie du film, du cinéma d'animation. Voilà, donc vous avez des gens qui sont là sur l'année et qui s'occupent, je dirais, de faire le suivi des jeunes, ça c'est très important. Donc grosse équipe pédagogique, oui. et en gros, voilà. Et de professionnels, bien sûr, qui sont embauchés. Portes ouvertes. Voilà. Et site internet. Voilà. Stéphane, les dates des portes ouvertes, oui. C'est quand les dates des portes ouvertes? C'est pas tout de suite, hein. C'est le cas. 1er mars, oui, donc on a le temps. Et nous, ça va être le 14 mars, je pense. D'accord. Donc, il y a des portes ouvertes, il y a un site web, il y a des gens en bas qui vous expliqueront. Et puis, ce que vous ne trouverez sur rien de tout ça, mais je vous conseille, et qui est gratuit, il y a ce qu'on appelle un MOOC. Un MOOC, c'est Massively Online Open Course. C'est-à-dire qu'il y a un cours en ligne gratuit qui est donc créé par le ministère d'Enseignement supérieur. Il y a plein de cours variés dessus. Ça s'appelle FUN, France Université Numérique. Le communicant qui a trouvé ça a dû toucher le pactole. Et donc, vous chercher FUN, le MOOC, et il y a un MOOC qui s'appelle Introduction aux technologies des médias numériques. Donc ça vous explique plein de choses sur ce que c'est que la numérisation, l'image, le son. Et donc il y a quelques cours sur comment on fait un jeu vidéo. Et puis vous pourrez vous entraîner. On a mis au point des exercices en utilisant un logiciel qui s'appelle Processing, qui est d'un accès assez facile. C'est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur le MOOC Fun.
C'est quoi l'adresse? Comment on le trouve sur vous tapez dans Google. Parce que MOOC, je suis pas sûr. Non, vous tapez dans Google Phone et Natkin par exemple, et vous allez tomber Fun, sur une petite FUN. France Université Fun et Natkin, et vous tombez sur le MOOC qu'on a fait avec. T'es sûr qu'on va pas tomber sur des photos de soirée, des Fun Natkin? Enfin bon. Non, je fais très attention de façon à ce qu'on tombe bien sur mon MOOC et pas sur autre chose. D'accord. Pierre, sur le guide, comment je en gros, comment je l'utilise, comment je m'en sors en fonction de mes besoins. Je suis étudiant, je suis en première. Comment je vais pouvoir utiliser le guide? Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dedans concrètement? Alors, ce qui intéresse le plus les étudiants dans le guide, on a pu le voir au Paris Games Week, le salon, on l'avait proposé en avant-première à la vente. C'est notamment un article sur les métiers du jeu vidéo qui recense par domaine tous les différents métiers, une espèce de lexique. Et pour chaque domaine, par exemple conception, dans les métiers de la conception, on a des métiers dont on a parlé tout à l'heure, le game design, donc la personne qui décrit les règles, les mécanismes, la structure du jeu. On a le level designer, voilà. Et donc on va se retrouver avec pour chaque domaine un tableau qui donne toutes les écoles et les universités qui mènent à ce métier. Donc c'est vraiment pratique, et à la fin du guide, on a donc des fiches sur chacun des établissements donc qui mènent aux jeux vidéo, des fiches détaillées donc qui décrivent les établissements avec leurs coordonnées, les différentes formations proposées. Et donc ça permet de savoir en un clin d'œil, par exemple, j'habite dans telle région, je veux trouver une formation, je regarde le tableau, une formation à Paris, super. On a les coordonnées, on a les numéros de téléphone, l'adresse, voilà, on a même le coût, on sait combien ça coûte. Et il y a également un chapitre autre établissement. Tout à fait. Ce que je trouvais intéressant, puisque en gros, ce que ça dit, c'est certains cursus non spécifiques aux jeux vidéo peuvent néanmoins mener au métier du secteur. C'est ça. Les établissements suivants offrent ce type de formation. Donc voilà, c'est des formations un peu plus larges. Voilà. Mais ça rejoint finalement ce que disait Stéphane tout à l'heure. C'est-à-dire que on a des formations spécialisées jeux vidéo, donc post-bac, notamment des écoles qui permettent, via des écoles, qui permettent donc d'apprendre le jeu vidéo de manière spécifique. Mais on a également des formations qui sont plus larges, en infographie, en programmation notamment, qui n'ont pas vocation spécifiquement à mener au jeu, mais qui peuvent le faire. C'est-à-dire que c'est des formations dont peut-être 15-20% des étudiants vont ensuite se diriger vers le jeu. Mais ça va pas être 100% comme dans les formations spécialisées, ou les écoles, les établissements spécialisés, donc ils proposent des formations vraiment appliquées au jeu. Voilà. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose et puis on va passer aux questions du public? De toute façon, vous allez pouvoir rajouter plein de choses, parce que le public va poser plein de questions. Ce que je pourrais dire pour rassurer aussi un petit peu entre guillemets les parents, parce qu'effectivement le jeu vidéo, on a parlé, c'est un métier de passion qui est moins bien payé que la banque, etc. Rétroactivement, moi je dirais, nous dans nos formations, on a l'expérience d'avoir vu des élèves qui ont été formés à la programmation notamment, et certains sont partis faire du trading pour les marchés financiers, puisque on est sur des exigences énormes du temps réel. Et qu'effectivement cette fluidité temps réel, les marchés financiers aussi sont temps réel. Et on a des élèves, donc on a 2 élèves qui ont créé leur boîte, leur logiciel de trading, et qui travaillent maintenant dans la finance. Donc je vais vous dire, la programmation, elle est très exigeante en jeu vidéo. Elle est ultra exigeante. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce que tu disais, Emmanuel, c'est le fait que effectivement on intéresse d'autres secteurs, parce qu'aujourd'hui on n'est pas enclavé. Les technologies qu'on utilise pour faire du jeu vidéo aujourd'hui, on les retrouve dans d'autres secteurs plus classiques. Et ça, c'est fantastique. C'est que, clairement, en plus, je dirais avec des gens qui sont dans le secteur du jeu vidéo, ce sont des gens qui se remettent à la page constamment. Contrairement à ce que disait Stéphane, du gars qui lui a choisi d'être dans la fonction de je ne sais plus quelle entité. Au Sénat. Le Sénat, voilà. Très sincèrement. Mais on aime bien les sénateurs. On aime bien les banquiers aussi. Oui, hein. On va pas se faire que des ennemis non plus. Un gars qui sort du Sénat n'aura peut-être pas nécessairement eu l'utilité ni l'envie d'aller voir les nouvelles technologies pour faire, je dirais, voilà. Alors que dans le
jeu vidéo, c'est une obligation. On est oui, obligé. Dans le Sénat, il n'y a pas un Kinect ou un je sais pas quoi qui sort Donc, tous les 3 ans. Par obligation, dans le jeu vidéo, vous êtes connecté à la réalité du marché, et donc ça veut dire que si vous avez d'autres opportunités dans d'autres secteurs d'activité, vous pourrez en tout cas, essayer les autres secteurs où ils s'intéressent vraiment au secteur des jeux vidéo, et je le vois sur le portail de l'emploi notamment, on a de plus en plus de sociétés qui postent parce qu'elles cherchent des gens qui viennent du jeu vidéo, mais non pas forcément pour faire des jeux vidéo. L'aérospatiale, nous Dassault Systèmes, ça fait depuis très longtemps qu'ils s'intéressent aux jeux vidéo, puisqu'ils avaient acheté d'ailleurs un moteur qui est maintenant un petit peu tombé, donc Virtools, et ils s'intéressaient énormément aux jeux vidéo, à tel point qu'ils nous prenaient 7 ou 8 élèves par fournée directement sortis d'école. On a aujourd'hui même, par exemple, on va parler de Serious Game. Juste pour vous dire, on a fait un Serious Game, nos élèves ont fait un Serious Game avec les pompiers de Paris. On a reçu le général Glin des armées. Je dirais, le mec est venu avec son costard et tous ses galons, avec tous les gars là bien. Le jeu vidéo mène à beaucoup de choses, voilà, et notamment dans le Serious Game. T'es très 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 bavard. On va laisser la parole au public. Et il est tard en plus. Et vous voudriez justement voir ce qu'ont fait les étudiants des écoles et leur poser des questions. Ce sera au moins un juste après. Donc quelques questions, et puis après on va passer à la visite des stands des écoles. Alors moi j'ai une double question. C'est déjà les entreprises pour l'alternance, est-ce qu'elles sont plutôt réfractaires à prendre des apprentis? Parce que dans beaucoup de formations où il y a de l'alternance qui est proposée, il y a pas mal d'entreprises qui sont réfractaires parce que c'est plus possible financièrement. Et l'autre question, c'est aux journalistes. C'est sur jeuxvideo.com, il y a une rubrique vidéo 3615 Usul qui critique pas mal, qui s'amuse à être une espèce de satire qui fait beaucoup marrer les jeunes, y compris moi. Et je voulais savoir, en tant que journaliste, est-ce que vous les regardez pour savoir ce qu'on dit de vous et de votre milieu? Voilà. Je vais d'abord répondre. Alors sur l'alternance, moi ça m'a juste un petit historique. Quand j'ai créé l'école, c'était en 2001. En 2001, c'était la grosse crise du jeu vidéo, comme du secteur du digital, entre guillemets, la grosse bulle spéculative. Voilà, la bulle Internet dont le jeu vidéo faisait partie. Et clairement, les entreprises en plus ne connaissaient pas l'alternance. Quand j'ai créé l'école en 2001, l'alternance n'était pas du tout connue dans le secteur du jeu vidéo. Et non seulement on a réussi à positionner des élèves, déjà parce qu'ils ne connaissaient pas l'alternance, donc c'était quand même, on était assez balèze, on était assez contents. Enfin, je dirais, dans le sens, waouh, on y est arrivé. Ce pari qu'on a pris de créer une école en alternance d'emblée pour avoir des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens et de les former donc très vite à des compétences qui font que ça intéresse les entreprises. Déjà, on était contents, waouh, ça marche. La deuxième, c'était la crise. Et très sincèrement, ils nous disaient merci parce que avec le peu de visibilité financière qu'ils avaient, le contrat pro, c'était quand même beaucoup moins risqué pour eux que d'embaucher un salaire. Aujourd'hui, je dirais, l'alternance plaît beaucoup aux entreprises encore. Ubisoft a été vraiment très dur avec nous, faut le dire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des très gros process. C'est une très grosse boîte avec des habitudes, avec un process établi, des RH qui n'ont pas envie de s'emmerder avec des particularités qui étaient la nôtre. Et aujourd'hui, on a réussi aussi à s'ouvrir, enfin, Ubisoft a réussi à ouvrir les portes. Donc, on a des élèves en contrat pro, plus du côté de l'éditorial, entre guillemets, parce qu'effectivement, en production, chez eux, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, l'alternance plaît beaucoup, et je peux vous dire qu'actuellement, alors ça je l'ai dit à Julien Villieu du SNJV, là aujourd'hui, si je le dis, c'est vrai que ça fait un peu racoleur, mais c'est vrai que clairement, dans cette période où normalement on est plutôt dans un tassement, où les contrats pros se signent plutôt à la rentrée, et là, en plus, bon, on parle de la crise, etc. Moi, je peux vous dire qu'actuellement, j'ai 6 personnes qui bossent à positionner à plein temps donc les étudiants, et elles n'arrêtent pas de bosser sur les contrats professionnels que nous mettons en place avec les entreprises. Elles sont submergées, elles en peuvent plus là. Vivement les vacances. C'est juste pour vous dire que alors c'est peut-être un signe de la reprise du jeu vidéo peut-être en France. En tout cas, moi j'espère. C'est vrai, comme tu disais, il y a des entreprises qui meurent. Ouais. Mais l'alternance plaît beaucoup, ça marche bien. On continue à le faire, et il faut savoir que tous nos élèves sont obligés de passer par l'alternance pour avoir leur diplôme à la fin. Comme le disait Stéphane, eux c'est le stage. Nous c'est chaque année. Ils ont besoin d'avoir au moins un minimum d'interaction. On est en train de les perdre là. Voilà. Je vais faire très très court, parce que nous on a beaucoup moins de pratiques ISART. Mais je pense que c'est en train de venir de plus en plus. Il y a quelques années, c'est vrai que les studios de jeux vidéo ne voulaient pas entendre parler, mais je vois sur la formation commune avec les Gobelins qui s'appelle IDE,
Cette année, parmi les 17 élèves, il y en a 6 qui sont en contrat de professionnalisation, si je ne me trompe pas. Et pour le montage du diplôme d'ingénieur, qui nécessite de contacter des tas d'entreprises, parce qu'un diplôme d'ingénieur, on a trouvé, alors dans des secteurs qui ne connaissent pas le jeu vidéo, qui étaient tout prêts à prendre des apprentis, mais même dans le jeu vidéo, on a eu la plupart des grandes entreprises et nous ont dit que ça commençait à les intéresser. Alors sur le cas des ingénieurs, hein, c'est-à-dire c'est des programmeurs. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer. Très bien, donc 3615 Usul, je rajoute juste une précision. On parle beaucoup d'Ubisoft et de la taille d'Ubisoft. Ubisoft, c'est 6400 salariés dans le monde. 3615 Usul. Alors je suis pas persuadé que ça intéresse beaucoup de monde dans la salle, donc je pense que je vais zapper la question, mais on en parlera. Mais tu regardes ou pas après. Je regarde et j'aime beaucoup. Bon bah voilà. Voilà, ça, mais comme ça alors, on a la réponse à la question. Voilà. Après juste une petite précision sur le Serious Game, parce que je pense que c'est important d'insister là-dessus. Effectivement, c'est un nouveau marché qui est essentiellement parallèle au marché du jeu vidéo commercial, et effectivement c'est un marché sur lequel vous devez compter dans les années à venir, parce que on aura de plus en plus d'institutionnels, d'entreprises, de politiques, etc., qui vont chercher à servir leurs intérêts via le jeu vidéo, donc en essayant de trouver une manière de promouvoir leurs idées, de former leurs salariés, pour des hôpitaux aussi parfois de trouver des moyens de rééducation ou de faire guérir les gens plus vite via le jeu vidéo. Donc ça c'est un tout nouveau marché. Ce qu'on appelle la gamification. La gamification, le serious game, donc le jeu sérieux entre guillemets. Et donc ce marché-là, je pense que, enfin, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui en France, à part chez Ubisoft, Dontnod, Asobo, enfin voilà, des gros studios qui constituent à eux seuls à peu près un quart des effectifs dans la création de jeux vidéo en France. À part ces studios-là, la plupart des studios travaillent dans des secteurs, enfin des marchés, voilà, que vous connaissez moins bien. Je pense qui sont plutôt ceux effectivement du free-to-play, du jeu smartphone, bon ça c'est plus connu, du serious game, et c'est là aujourd'hui que la plupart des opportunités pour un premier emploi se situent. Voilà, en dehors des gens qui sortent des grandes écoles de jeux vidéo connus et reconnus, et donc qui peuvent être embauchés parfois à la sortie de l'école. D'accord. Merci. Question suivante. On recherche encore des nouveaux graphic design en France, ou je veux dire, est-ce que en France des caractères design? Ouais, des graphic design. Donc, est-ce qu'on recherche encore des graphic design en France? Caractère designer, j'aimais bien aussi, encore une fois, je reprends tout ce que j'ai entendu, tout ce que tu as dit, Emmanuel, tout à l'heure. C'est que clairement, si c'est caractère designer dans le sens lead, directeur artistique, qui va définir l'univers graphique, soyons clairs, c'est la plus belle part du gâteau à ceux qui sont dans la boîte depuis bien longtemps et qui ont cette tâche-là. Après, faire de la modélisation d'après des modèles sheets, ça s'appelle comme ça, pour les réaliser. Alors, je dirais, c'est beaucoup ce que veulent faire les graphistes. Vous voyez, naturellement, on veut faire des personnages. Il faut savoir que dans le jeu vidéo, quand même, moi, je dirais que le personnage principal du jeu vidéo, c'est le décor. Parce que le décor est en interaction avec le joueur, parce que quand vous êtes derrière les fesses de votre personnage, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez quoi? 80% de l'écran, c'est le décor. Et pensez aussi à ce côté-là, parce que autant les caractères designers, vous êtes pléthore à vouloir le faire, autant faire du décor. Je peux vous dire que nous, au départ, les élèves qui viennent chez nous n'ont pas forcément cette idée-là. On les forme d'abord à faire des personnages et des décors, et souvent, ce qu'ils préfèrent à la fin, c'est faire des décors, parce qu'ils ont compris ce que ça pouvait générer comme émotion, la sensation d'être dans l'insécurité, la peur du vide. Voyez, tout ça, c'est le décor aussi qui l'apporte. Il y a une vraie narration par l'image à travers le décor. Voilà. Il y a des spécialités décor et... Alors, chez nous, quand on est game artiste, on doit savoir faire des décors et des personnages. Tout est fait par le game artist en termes d'assets graphiques. Tout à l'heure, on parlait d'assets graphiques. Donc, tout ce qui touche à l'univers graphique est réalisé par les élèves. Après,
chacun va trouver sa touche de sensibilité, plus vers l'animation, plus vers, effectivement, vous disiez, le chara design. Chez Ubisoft, on a réussi à placer quand même un élève en assistant directeur artistique. Donc là, je suis très fier de vous le dire. Mais c'est exceptionnel. Voilà, je le dis parce que c'est exceptionnel. C'est pas tous les jours, quoi. Non, mais effectivement, sur le caractère design, alors il y a du boulot, mais il y en a pas des tonnes non plus. On va s'arrêter là parce qu'on a très largement dépassé. Il y a ça hurle là-bas. Alors, on fait un pipeline vers Montréal pour amener les élèves aussi à trouver de l'emploi sur la partie graphique où c'est le plus dur peut-être en France. C'est vrai qu'à Montréal, il y a plus d'ouverture aussi et c'est aussi pour ça qu'on est là. Question. Alors juste une petite question. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que là, on parle bien des écoles, des choses comme ça, mais au jour d'aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un cursus particulier jusqu'au bac ou après le bac? Parce que là, on parle des gens qu'il faut qu'ils aient bac plus 3, des choses comme ça. On n'est pas tous, on connaît pas tous le milieu, on le découvre. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une préparation à faire jusqu'au bac? On parle beaucoup du bac S, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un bac spécifique à prévoir pour ensuite venir chez vous? Est-ce que dans les bacs plus quelque chose, il y a des spécificités? Alors, Stéphane parlera des bacs plus quelque chose, parce que nous recrutons à bac. Alors après, on a des gens quand même qui ont bac plus 2 qui viennent chez nous et qui peuvent atterrir directement en spécialisation et pas en cursus préparatoire. Je vais vous dire, je vais être apolitique, soyons clairs. On a des gens qui viennent des lettres et qui vont savoir parfaitement s'exprimer, exprimer leurs idées et vont déployer leur talent à être game designer. On a des gens qui viennent des mathématiques, cursus mathématiques, qui vont, eux, avoir une structuration d'esprit différente et qui vont générer cette créativité aussi, mais de manière différente. Les jeux sont tous différents. Donc on peut avoir des jeux qui sont plus dans le narratif. Donc on a quelqu'un qui va être littéraire, qui va se sentir plus à l'aise. Voyez. Donc nous, on est apolitique. On n'a pas de bac particulièrement. Après, c'est sûr que si vous allez vers une orientation artistique, bah, c'est bien d'aller vers un bac qui permet de s'exprimer artistiquement. Si vous êtes plus vers la programmation, j'irais tendance à dire que ceux qui font des études scientifiques sont quand même plus dotés structurellement dans leur esprit à faire de la programmation. Vous voyez, mais il n'y a pas de, on va pas s'arrêter là. On aura un concours d'entrée écrit et entretien qui va nous permettre de déterminer avec exactitude, en tout cas, l'aptitude à rentrer ou pas chez nous dans une spécialisation. Mais en gros, pas de bac particulier. Stéphane? Je vais dire à peu près la même chose. Je pense que pour travailler dans le jeu vidéo, il faut avoir une très grande curiosité, une très grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire que, par exemple, donc il y a des preuves de sélection, disons ça, pour rentrer à l'Engmin, et on donne une des meilleures façons d'y arriver, c'est effectivement d'avoir joué, mais d'avoir regardé beaucoup de films, d'avoir lu beaucoup de livres, et donc il faut une véritable culture. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Et donc effectivement, si vous vous intéressez à la programmation, c'est mieux de faire des études scientifiques, une licence d'informatique. Si vous vous intéressez au graphique et à l'animation, il faut passer par une école où on fait de l'animation, du dessin, une école d'art. Pour le game design, c'est exactement ce que disait Xavier. On peut dire qu'un tiers des game designers viennent de formation scientifique, plutôt prog. Un tiers viennent de formation cinéma, scénario et tout ça. Et le troisième tiers viennent des arts du spectacle, de la physique, de la philosophie, enfin de tout un tas d'autres choses. Et ce sont des gens qui... Donc, l'important, c'est d'aimer les jeux. Je pense qu'on peut pas, je dis ça, mais il y a des gens il faut aimer les jeux, pas uniquement aimer jouer, mais commencer à se poser la question comment c'est fait et tout ça. Il va falloir qu'on s'arrête parce qu'en fait, il y a des écoles qui sont obligées de partir et parce qu'on a très largement dépassé. Il est midi. Bon appétit. Donc, merci beaucoup à tous, merci beaucoup à nos intervenants. Merci à vous pour votre écoute. Ah oui, bah vas-y, je sais pas exactement. Okay, vas-y. Pour aller découvrir les projets étudiants et les stands des écoles et pour pouvoir mettre